Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Le président Bonne Macron. Fin de semaine anticipée. Toi aussi. Hey, le président Macron qui s'est présenté hier, digne devant la nation, se montrant pas se déstabiliser du tout par le renversement du gouvernement. C'est rare que Emmanuel Macron a l'air déstabilisé par C'est quoi vrai. que ce soit. C'est sa figure jupitérienne. C'est un animal à sang froid qui ne sent pas les secousses quand elles sont ressenties par tout le monde. Mais tu sais, pour nous, les Québécois, puis même pour moi qui ai fait de la politique, il y a quand même un côté où on se dit les Français se sortent de tout parce qu'ils ont tellement de mots. Ils ont tellement de vocabulaire, de mots. Il y a un style de Gaulle à Macron dans la politique française. Il y a une façon de parler présidentielle qui ici, ça marcherait pas. Ça aurait l'air pompeux, ça aurait l'air d'une joke, là, ça aurait l'air d'une parodie, tu sais. Ça a peut-être l'air d'une parodie en France parce qu'il y a les mots MOTS puis il y a les mots MAUX. Ces mots MAUX pèsent lourd et sont bien ressentis par les Français. Il y a un malaise réel. La catastrophe annoncée, on en a parlé un peu plus tôt cette semaine par le premier ministre Barnier qui voulait vraiment s'accrocher à son job de premier ministre ne s'est pas encore produite. Je pense que les marchés financiers avaient bien escompté ce qui allait se passer. Il faut voir aussi que même si c'est vrai que les coûts d'emprunt de la France avaient légèrement dépassé ceux de la Grèce, la France, avant de se retrouver dans une situation comparable à la Grèce, va devoir assister à une dégradation substantielle de son économie parce que c'est riche. C'est un pays où on peut encore aussi, c'est le malheur pour les contribuables, on peut encore presser le citron et où les gens paient leurs impôts pour l'essentiel. Il y a donc de l'argent, ce qui fait que les marchés financiers sont pas partis en vrille au moment où le premier ministre, dont le départ était vraiment annoncé, s'est vu au Parlement voter une motion de censure. Donc, pas de catastrophe, beaucoup d'attention quand même. Et puisque tu parlais de la rhétorique, un président qui était à la hauteur et qui hier, avec sa superbe habituelle, a dit d'abord pour tous ceux qui penseraient que je pourrais quitter avant 2027, je vous fais un mini doigt d'honneur. Non, il n'y en est pas question. Je reste dans ma job. Je ne déménage pas. Barnier, mon premier ministre, va faire ses valises dans les prochaines heures. Il va quitter l'hôtel de Matignon. Mais moi, je suis très, très bien ici. Je vais y rester. Et il y a surtout à peine esquissé un mea culpa, disant « J'ai choisi de dissoudre l'Assemblée nationale au printemps dernier après les élections européennes. C'était probablement une bonne intuition, une bonne idée. J'ai été mal compris. Il se trouve que non seulement il n'a pas été bien compris, mais son pari politique n'a pas été récompensé parce qu'il n'y a pas de majorité franche pour les forces macronistes. Et il a surtout dit, si ça va mal, c'est de la faute de la gauche, de la droite. En fait, il s'est lavé les mains en annonçant pour demain ou au cours des prochains jours la nomination d'un nouveau premier ministre qui aurait charge de former un gouvernement d'intérêt général. Par opposition, tu dis à quoi? Un gouvernement d'intérêt particulier, ouais, c'est ça. C'est comme, non, un gouvernement général s'intéresse à l'intérêt général, au risque de répéter le mot. Alors, il s'est lavé les mains, se prépare pour la fête demain, à laquelle participera François Legault, puisqu'on va inaugurer à nouveau ou réouvrir la cathédrale de Notre-Dame. Mais ce qu'on retient de tout ça, c'est que c'est de la faute à personne en France si c'est le bordel. Ouais. Revenons aux États-Unis où on commence à se demander si Joe Biden, bon, là, il y a le pardon à son fils qui a fait la manchette en masse, mais est-ce qu'il pourrait accorder une série, une flopée de pardons, genre de pardon préventif, sous l'argumentaire que, c'est la menace de Trump et des gens bizarres et dangereux que Trump nomme qui devient la menace? C'est extraordinaire comme histoire. J'espère en parler hier. C'est Politico, très tôt hier matin, qui est sorti avec un article où on rapportait
qu'il y avait dans l'organisation de la Maison-Blanche des aides de M. Biden qui étaient à travailler à l'idée d'un plan pour donner, comme tu le dis, une série de pardons préventifs, une approche prophylactique pour faire en sorte que tous ceux qui, à terme, pourraient être visés par la vindicte de M. Trump ou de ses hommes de main auraient une carte dans leur jeu, sortir de prison sans rien payer, parce qu'on met en garde que ces possibles cibles pourraient se retrouver dans les câbles, devant les tribunaux, harcelés par M. Trump, mais c'est une auto-prophétie, c'est-à-dire que jamais on pourra faire la preuve de quoi que ce soit si 150, 200, 50, 10, 20, j'en sais rien, pardons sont donnés en amont, mais ça suffirait à confirmer dans l'esprit général que c'était le plan de Trump, même si jamais il n'est actionné. C'est un cas où tu crées... C'est que Trump a dit ça une fois, là, qu'il allait se venger contre tous les gens qui l'ont fait tuer... Et il faut voir que, y compris chez certains de ceux qu'il a nommés, il y a dans le discours quelque chose de vindicatif. On va s'occuper d'eux, on va les mettre en prison, comme il l'avait fait d'ailleurs avec Hillary Clinton en 2016. On se rappelle du lock her up, je vais la mettre en prison, ce qui n'est pas arrivé. Parce que historiquement, si aujourd'hui la Cour suprême a concédé à Trump, qui justement lui était dans des situations difficiles devant les tribunaux, si la Cour suprême a confirmé qu'il existait quelque chose comme une immunité présidentielle, voir qu'historiquement, à chaque fois qu'une administration quittait, la précédente, même si elle l'avait sévèrement critiquée, ne venait jamais embêter ceux qui étaient au pouvoir avant. Rappelle-toi de Barack Obama qui avait promis pendant sa campagne en 2008 de traîner devant les tribunaux ceux qui étaient responsables dans l'administration Bush d'avoir utilisé la torture contre toutes les lois des États-Unis. À la seconde où il s'est retrouvé au pouvoir, c'est disparu de son discours, il n'en a plus jamais parlé, entre autres ceux qui avaient écrit ces espèces de mémos à George Bush disant, on va parler de techniques d'interrogation augmentées, des Enhanced Interrogation Techniques. Plutôt, oui, c'est ça. Alors, c'est très français. C'est le même principe. C'est que tu peux, avec les mots, faire en sorte de masquer la réalité. C'était plus de la torture. C'était des techniques d'interrogation augmentées. Personne n'a jamais été embêté. Alors, aujourd'hui, ce que disent les démocrates depuis un certain temps, c'est qu'il y aura une vendetta. Il va y avoir une vengeance. Elle n'est pas avérée pour l'instant. C'est vrai que plusieurs ont eu des termes très durs. Et en amont, on pourrait choisir de pervertir le processus du pardon en donnant des cartes platines comme M. Biden en a donné une à son fils, parce que non seulement, je le rappelle, on l'a dit, il a pardonné son fils pour les accusations auxquelles il avait plaidé coupable, mais il lui donne un blanc-seing, vraiment une carte « Get out of jail free », pour tout ce qu'il aurait pu faire entre 2014 et 2024, même pour des accusations qui n'ont pas encore été portées. C'est ce qu'on veut faire pour Tony Fauci, pour des démocrates qui étaient... c'est ça, donne-nous donc, est-ce qu'on a... Parce que là, je veux conclure ce sujet-là, t'en as un autre bon, mais un chiffre, combien de monde, mettons un chiffre, combien de monde, c'est-tu 8, c'est-tu 25, c'est-tu 150? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Mais je reviens encore une fois à cette idée, c'est une prophétie autoréalisée. Tu fais ça, puis tu dis, voyez, c'est la preuve. Trump allait le faire. Je te ferai remarquer que John Fetterman, sénateur démocrate de la Pennsylvanie, hier à The View, disait ce qui s'est passé à New York pour le président Trump, le procès dans l'affaire Stormy Daniels, c'était un exemple d'instrumentalisation de la justice. On a politisé, c'est un procès qui n'aurait jamais dû avoir lieu, comme l'ancien gouverneur et procureur général de New York, démocrate, M. Cuomo, a dit à répétition, on est allé trop loin. Alors, si Trump l'a senti, est-ce que des démocrates pourraient le sentir parce qu'ils décideraient de les poursuivre? C'est la logique. Ils disent, nous, on ne se fera pas avoir, on va avoir avant de commencer. Pardon présidentiel préventif. Mais je comprends. Ça commence à devenir dangereusement problématique pour la confiance qu'on peut avoir dans le système, pas seulement judiciaire, mais politique. Aussi, ouais. Hey, un mot sur Peter Hegseth, ce secrétaire à la défense nommé par M. Trump, en tout cas, qu'il espère voir confirmé par le Sénat. Je comprends que le monsieur s'est débattu au Sénat pour essayer de faire accepter sa candidature. Est-ce qu'il y a encore des chances dans ton esprit?
Peter Hegseth, donc, qui pourrait être le patron du Pentagone, qui cette semaine faisait la tournée au Sénat, souvent chaperonné par J.D. Vance, qui est encore sénateur jusqu'à ce qu'il devienne vice-président, qui doit convaincre des sénateurs et surtout des sénatrices dans un contexte où il y a des accusations d'agression sexuelle qui sont portées contre lui. Lui persiste et signe, dit qu'il n'y a jamais eu d'agression, que les relations dont on parle sont des relations consensuelles et demande au FBI de faire enquête, dit faites enquête et venez avec les résultats de l'enquête sur la place publique. Je suis prêt. Pour l'instant... Mais de surcroît, tout le monde semble avoir derrière la tête que c'est pas comme si c'était une superstar que tu nommes puis qu'il y a un grelot qui pend après. Tout le monde semble prendre pour acquis qu'en plus de ces accusations-là, c'est pas un méchant gars nécessairement de la vie de tout le monde, mais je veux dire, il y a pas vraiment une qualification pour l'amener à ce poste-là. C'est certainement pas, en tout cas, celui qu'on imaginait au départ. De plus en plus en coulisses, en fait, c'est de moins en moins en coulisses parce que le New York Times en a parlé hier. On chuchote que M. DeSantis, le gouverneur de la Floride, pourrait être le plan B, même si lui, à ce jour, a tout refusé, toutes les invitations à servir dans l'administration de M. Trump. Là-dessus, mon intuition, c'est Hegseth se rendra pas. Pour l'instant, on bluffe, c'est-à-dire qu'on dit que tout va bien, qu'il a la parfaite confiance de M. Trump. Les 24 ou 36 prochaines heures vont être beaucoup occupées par son premier déplacement à l'étranger. En général, on s'occupe du premier déplacement du président en exercice. Là, c'est du président élu. Il va se passer certainement beaucoup de choses autour de ça, mais aujourd'hui, à la lumière de ce qui s'est passé, des commentaires très circonspects de plusieurs acteurs clés au Sénat et des femmes en particulier, des sénatrices. Je pense que ça va être très difficile pour M. Hegseth. Une deuxième nomination de Donald Trump qui ne se rend pas à destination. Stéphane, merci beaucoup. Bonne fin de semaine.